Donc bonjour à tous. Moi je travaille au sein du service de chirurgie abdominale depuis un peu plus d'1 an. Donc je suis essentiellement les patients qu'on va lister pour une greffe de foie. Et donc je les suis tout le long de leur parcours de greffe, donc pendant et après la greffe aussi. Donc ici l'objectif c'est un petit peu que vous voyez, tiens finalement, que deviennent les patients qui vont bénéficier du don d'organes et quels sont les enjeux psychologiques par lesquels ils vont passer. Donc, je vais un petit peu vous expliquer les objectifs de l'évaluation psychologique, puis on verra quel est le vécu psychologique pré-greffe, post-greffe immédiat et puis à long terme, et puis la réadaptation sociale, la qualité de vie des patients greffés, un bref passage sur l'éthylisme, sur un cas clinique, et puis on passera aux conclusions. Donc pour l'évaluation psychologique, quels sont les objectifs ? En fait, on va évaluer les facteurs qui pourraient provoquer un manque de compliance thérapeutique en post-greffe. Donc on va voir si les patients sont isolés socialement, est-ce qu'ils ont peu de soutien, est-ce qu'il y a une implication des proches, des problèmes relationnels avec la famille ou les équipes médicales, est-ce qu'il y a des consommations, est-ce qu'on est face à un patient qui a déjà des affects dépressifs, est-ce qu'il est dans le déni de sa maladie ou pas, est-ce qu'il y a une présence de délire. Alors par rapport au post-greffe, on va évaluer si ils comprennent les traitements immunosuppresseurs. Donc on voit que si les patients ne comprennent pas bien leur traitement, il y aura moins de compliance thérapeutique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vais leur dire une fois qu'ils ont été greffés, c'est de vraiment bien poser des questions sur leur traitement, parce que s'ils comprennent pourquoi ils doivent les prendre et quand ils doivent les prendre, ils vont forcément être plus actifs et ils vont vraiment prendre leur traitement comme quelque chose qu'ils doivent vraiment comprendre et connaître. Alors, il y a aussi des effets indésirables par rapport à ces traitements-là. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi faire de la prévention pour qu'ils ne se retrouvent pas étonnés que, non, oui, c'est vrai que la greffe va améliorer la qualité de vie par rapport au pré-greffe, mais ce n'est pas magique non plus. Et donc, il y a quand même quelques effets indésirables. Et donc, ça, c'est important aussi de pouvoir les préparer à ça. Justement pour ne pas avoir trop de désillusions. Donc qu'ils se disent « après la greffe, je vais revivre de manière tout à fait normale ». Oui, mais en même temps, non. Et donc l'idée, c'est de pouvoir un petit peu voir ça avec eux. Et donc, c'est quoi la conséquence s'il n'y a pas de compliance du patient ? C'est que les équipes se désinvestissent aussi et donc qu'on puisse perdre le patient dans son chemin post-greffe. On va aussi repérer le fonctionnement psychique actuel, passé, les capacités d'adaptation du patient. On va prévoir une aide adaptée en fonction des besoins de chaque patient. Et alors, ce qui est vraiment important, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des antécédents psychiatriques actuels ou passés qu'il y aura forcément une mauvaise compliance thérapeutique en post-greffe. Donc, si on a une psychopathologie qui est présente, on n'aura pas forcément une contre-indication psychologique à la greffe. Simplement, on va évaluer si, par exemple, s'il y a des psychoses, des troubles de la personnalité, si ces patients-là sont stabilisés par une médication adéquate. Et alors, avec un petit point d'attention, si on a des traitements qui sont hépatotoxiques, chez les patients qui ont déjà des problèmes de foie, il faudra vraiment revoir le traitement par les psychiatres. Donc, finalement, quel est le vécu psychologique pré-greffe de ces patients-là ? Donc, si on les met sur liste d'attente, c'est qu'il n'y a aucune autre alternative thérapeutique. Et donc, suite à l'attente de l'organe, on peut avoir diverses émotions négatives qui vont apparaître. Donc ça, c'est vraiment dans tous les types d'organes, ce n'est pas que pour le foie. Donc on va avoir des sentiments d'incertitude, différents types d'angoisse liés à la disponibilité de l'organe. Donc pour le foie, on a quand même des temps d'attente qui sont moins longs par rapport au cœur et au rein, mais il n'empêche qu'on peut quand même avoir des incertitudes par rapport à ça. Parfois des angoisses liées à l'intervention chirurgicale en tant que telle, l'angoisse de mort, l'angoisse de mort imminente, l'angoisse de mort aussi liée au fait que quelqu'un va mourir et cet organe-là va donc être prélevé, mais donc l'angoisse de mort aussi du côté du donneur, avec un sentiment de vulnérabilité.
un sentiment d'hypervigilance par rapport à l'appel des coordinatrices. Donc certains patients qui par exemple, n'ont pas l'habitude d'être tout le temps près de leur téléphone, qui vont mettre leur téléphone en mode avion pour aller dormir, c'est des patients qui vont vraiment avoir du mal à se dire « Ok, je dois être disponible H24 et donc quand je monte, je dois prendre mon téléphone, le laisser allumer. » Et donc certains qui vont me dire « En fait, je ne dors pas parce que je vais dormir et puis je me dis « Ah, mince, j'ai oublié mon téléphone, je dois redescendre, il faut que je le reprenne. » Et donc il y a vraiment cette hypervigilance chez certains. Et donc avec la situation Covid, il y a une angoisse supplémentaire d'être testé positif au moment où ils arrivent aux urgences. Et donc certains qui vont vraiment s'isoler socialement par peur d'être contaminés. Forcément, quand on a des problèmes de foie, c'est vraiment l'organe vital, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autres possibilités. Donc, dans la greffe rénale, on a la possibilité de dialyse. Pour le foie, ce n'est pas du tout le cas. Donc, on sait, et ces patients-là le savent aussi, que leur pronostic vital est en jeu. Et donc, il y a cette angoisse de mort imminente, comme je le disais tout à l'heure, avec un travail de deuil de l'organe défaillant. Et pour certains, un déclin physique qui est rapide, une perte d'autonomie qui est importante, et pour certains, un état d'invalidité totale. Donc, c'est quand même compliqué pour certains. On peut éventuellement rencontrer la famille ou les proches. Ici, c'est vraiment, ils ont des rôles clés dans la période d'attente, mais aussi dans la période post-greffe. Quand on a des patients fort dépendants, la famille est vraiment très importante. Mais eux aussi, ils ont besoin d'être soutenus, eux aussi, ils ont des interrogations, eux aussi, ils vont vivre des émotions négatives, le sentiment d'impuissance, je vois mon proche qui se dégrade, mais je ne sais rien faire, à part être présent pour l'aider, mais je n'ai pas de pouvoir sur le fait que l'organe va tomber, et donc ça, c'est compliqué pour eux aussi. Et donc l'idée, c'est de pouvoir favoriser la verbalisation, les soutenir, les valoriser, les encourager dans leur capacité d'adaptation par rapport à la menace de mort qui pèse sur le patient. Donc quand je parle du post-greffe immédiat, je parle du moment où ils vont être greffés, au moment où ils sont hospitalisés. À ce moment-là, on va avoir vraiment différentes réactions en fonction des personnes. Donc, ils ne présentent pas tous ça, mais certains vont présenter des confusions mentales, des épisodes psychotiques aigus, des personnifications de l'organe. Donc, j'ai un patient qui m'a déjà dit, moi, je l'appelle le petit Joseph, par exemple. On peut avoir des fausses croyances, des croyances limitantes. Donc, certains qui vont se dire, quelqu'un est mort pour me sauver. Et donc, non, il n'est pas mort pour vous sauver, mais il est mort et sa mort a fait que vous avez pu survivre. Et donc tout ça, c'est un petit peu déconstruire aussi ces croyances-là, parce que ça peut vraiment induire de la culpabilité. Et pour les patients qui ont eu une sorte d'espoir secret que quelqu'un décède pour leur survie, mais là aussi, ça peut occasionner de la culpabilité. On peut avoir un syndrome de l'imposteur, culpabilité du survivant, beaucoup qui vont dire « je ne l'ai pas mérité ». Le corps du patient qui va se sentir comme possédé, habité. Donc j'en ai eu un qui m'a dit « j'ai envie de fumer alors que je n'ai jamais fumé, je me demande si mon donneur était fumeur ». Donc ça, c'était un peu particulier, mais donc voilà. Ce qui est très fréquent, c'est l'ambivalence des émotions. Forcément, à la fois, ils sont hyper heureux d'avoir bénéficié du don d'organes et en même temps, ils savent que derrière, il y a probablement des proches, une famille qui est dans une situation de deuil. Alors, ce qui est super important, c'est l'anonymat du donneur, parce qu'on a vu dans les études que si le patient receveur avait des informations, quelles qu'elles soient, sur son donneur, ça allait provoquer une difficulté d'intégration psychique de l'organe. Donc là, j'ai eu par exemple un patient qui a su que son donneur venait des Pays-Bas. Et en fait, il me dit, je rêve toutes les nuits de mon donneur qui me dit qu'il vient d'une ville qui, comme par hasard, vient des Pays-Bas. Et donc, en fait, c'est vraiment... même la moindre information, ça va vraiment susciter des réflexions chez les patients. Donc, c'est vraiment important qu'ils ne sachent rien du tout. Donc il y en a beaucoup qui ont plein d'interrogations. Est-ce que c'était un enfant? Est-ce que c'était un adulte? De quoi est-ce qu'il est décédé? Est-ce que c'était un homme, une femme? Donc ça, il y a quand même pas mal d'interrogations. La menace du rejet du greffon en plus ou moins immédiat ici, parce qu'on peut la voir apparaître aussi en post-greffe sur le plus long terme. Ça peut maintenir l'angoisse de mort aussi. La greffe de foie, c'est quand même un des organes qui est le mieux toléré. Donc moi, sur plus d'un an, j'ai vu un rejet, mais voilà. On a aussi beaucoup de reconnaissance, de gratitude, ça c'est super fréquent aussi.
avec des patients qui vont dire c'est une deuxième chance, je dois prendre soin de l'organe et le respecter, ce qui va être quand même une dette à l'égard du donneur. Et alors certains qui vont dire moi je ressens le besoin de remercier la famille, en plus ou moins immédiat aussi. Et donc là, ici, ces patients-là, je vais leur dire, il y a une possibilité, si vous voulez, de rédiger une lettre de remerciement à la famille qui sera bien évidemment anonyme. Et donc dans ce cas-là, cette lettre-là peut être transmise aux coordinatrices de transplantation qui vont rendre la lettre anonyme. Et s'il y a eu un accord au préalable de la famille du donneur, la lettre pourra être transmise à la famille du donneur. Au niveau du vécu psychologique post-greffe à long terme, donc c'est ce que je disais, l'intégration psychique de l'organe, ce n'est pas spécialement quelque chose d'évident pour tous les receveurs. Certains vont prendre plus de temps pour pouvoir l'intégrer psychiquement. Ça dépend aussi du degré de préparation. Donc, on va avoir une intégration probablement différente chez un patient qui arrive, qui est inconscient et qu'on greffe et qui se réveille en étant greffé, que chez quelqu'un qui a fait vraiment tout le parcours pré-greffe et puis qui a été greffé et qui a donc eu le temps de se poser les questions par rapport à une situation post-greffe. On a quand même l'impression que si on a une meilleure intégration psychique de l'organe, on a quand même moins de complications en post-greffe. Et alors les stigmates physiques du statut de personne greffée, ça se maintient forcément. On garde toujours la cicatrice qui rappelle le vécu passé, et donc pour certains, ça peut être difficile. On peut voir apparaître chez certains le syndrome de Lazare, donc c'est un peu associé à un vécu traumatique, donc c'est avoir été persuadé de sa propre mort tout en ayant finalement survécu, un peu comme si on était un rescapé finalement, et donc on peut avoir des sortes de crises existentielles chez certains, et un développement parfois de troubles psychopathologiques, des troubles anxieux, des troubles de l'humeur, donc comme des dépressions, ce genre de choses. Mais je vous rassure, les résultats des publications montrent quand même que la qualité de vie des personnes en post-greffe est grandement améliorée. Et donc, la plupart des personnes vont dire qu'elles sont satisfaites de leur qualité de vie après avoir été greffées. Et donc, il y a toute une série de facteurs qui va être en amélioration, comme le fait de pouvoir se projeter dans le futur, de pouvoir être beaucoup plus autonome qu'en pré-greffe. Les résultats sont plus nuancés, on maintient quand même une dépendance médicale. Il faut quand même faire le deuil d'une santé idéale parce que ce n'est pas une santé, on ne revient pas à un statut d'une personne de bonne santé qui est en bonne santé complètement. Et donc ça, pour certains, ça peut être difficile de se rendre compte, non, en fait, je dois quand même toujours avoir mes rendez-vous médicaux, j'ai toujours un traitement médicamenteux qui est quand même lourd. Et donc ça, pour certains, il faut faire quelques réajustements, avec une réflexion sur finalement c'est quoi qui est important pour moi maintenant que j'ai failli mourir. Oui, en fait je me bourrais dans le travail, mais c'est pas ça qui importe, c'est ma famille, c'est important. Et donc beaucoup de réflexions par rapport à ça, sur le rôle qu'ils vont jouer dans leur famille et le fait de réinvestir certaines activités. Et alors certains qui vont se heurter au fait qu'on ne revient jamais au statut social antérieur. On a quand même parfois une sorte de fascination dans l'imaginaire collectif par rapport aux personnes greffées. Oh, tu as été greffée. Ça, j'ai beaucoup des patients qui me disent oui, ça a fait le tour du village. Tout le monde me dit oh, tu as été greffée, qu'est-ce qui s'est passé et donc, oui, ça, effectivement, pour certains, ils sont là. Mais moi, je n'ai pas envie forcément de parler de ce que j'ai vécu parce que c'était difficile pour moi. Et donc, ça leur fait vivre aussi des moments difficiles. Donc voilà. Et donc, tout l'intérêt des associations de personnes ayant bénéficié d'une transplantation pour pouvoir discuter et pouvoir échanger avec des personnes qui ont vécu plus ou moins la même chose qu'eux. Alors, pour le cas de l'éthylisme, donc là, je suis bien consciente qu'il y a pas mal de stéréotypes par rapport à l'éthylisme chronique, par rapport aux dépendances. J'ai déjà entendu et j'ai moi-même pensé à un moment donné que le maintien de l'abstinence est une question de volonté. Eh bien non, pas du tout. La dépendance, c'est quelque chose qui va venir s'inscrire dans les connexions cérébrales de la personne à partir du moment où il y a eu une dépendance sur une longue période. Donc on va vraiment avoir une perturbation du circuit de la récompense avec la libération des neurotransmetteurs qui va être profondément modifiée. Et donc, en fait, non, ce n'est pas qu'une question de volonté parce qu'on a ce circuit de la récompense qui va être perturbé.
On pourrait se dire, ce foie-là, il va aller chez un alcoolique, alors que cet alcoolique-là, de toute façon, il va rechuter, il va reboire. Finalement, quel est le taux de rechute? On se rend compte qu'on est autour de 26%, toute consommation d'alcool confondue, donc pas seulement retomber dans la dépendance, dans les 6 ans post-greffe. Et ce n'est pas parce qu'on rechute qu'on va avoir un rejet. Donc, un patient qui rechute, il faut savoir que le processus d'abstinence, la rechute en fait partie et que ce n'est pas parce qu'un patient a rechuté qu'il est perdu et il pourrait revenir à un moment donné à une abstinence s'il est bien encadré et bien soutenu au moment de la rechute. Et alors, un organe jeté à la poubelle, encore une fois, au moment où le patient rechute, on va surtout, dans les premiers temps, être vigilant au fait qu'il soit compliant par rapport à son traitement, parce qu'avant qu'il y ait un impact sur le foie, il faut déjà consommer pendant un certain temps. Et donc voilà, l'idée c'est que même si le patient est greffé pour cause d'alcool, pour eux c'est quand même quelque chose qui est compliqué à vivre, parce qu'ils ont cette pression sociétale qu'une personne greffée qui n'est pas greffée pour ça aura aussi, mais beaucoup moins, je trouve, qu'un patient greffé pour ça. Donc lui, chez ces patients-là, on voit vraiment des injonctions. On sent qu'ils se mettent vraiment une pression aussi eux-mêmes, en me disant je me dois d'en prendre soin, je ne peux pas rechuter, j'ai l'impression que je dois prouver que je mérite cet organe davantage qu'une autre personne, je dois me tenir à carreau, mes proches me contrôlent tout le temps. Et donc, c'est vrai que je pense que dans l'inconscient collectif, on se dit, oui, ce patient-là, c'est une question de volonté. Là, maintenant qu'il a déjà failli mourir, il faut qu'il comprenne la leçon. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, évidemment. Donc ici, un petit cas clinique pour vous expliquer un petit peu. En fait, quand on voit un patient qui boit de l'alcool, qu'est-ce que les équipes vont se dire? C'est qu'il faut qu'il arrête de boire. Forcément, on le sait tous qu'il doit arrêter de boire. Mais donc en fait, ce qui se passe, c'est que donc ici, moi, c'est un patient que je suis qui est arrivé pour une hépatite alcoolique aiguë. On l'a greffé. Il a effectivement failli mourir. Il est resté très longtemps en soins intensifs. Il a été greffé en urgence. C'est un patient qui est par contre bien entouré, qui a vraiment des bonnes capacités d'introspection. Mais donc ce patient-là est greffé et forcément je continue de le voir. Et on se rend compte qu'en fait, ce qui l'a amené à un moment donné à la substance, donc à l'alcool, c'est tout ce qui était préexistant. Donc on a des difficultés familiales, on a eu un style éducationnel qui a été particulier, qui ont occasionné un manque d'estime de soi, avec en plus des facteurs de personnalité, avec une haute exigence envers lui-même, cet hyper-contrôle, cette hyper-implication, qui vont provoquer des ruminations anxieuses, une hyper-réflexivité, et donc des troubles du sommeil importants. Et c'est dans ce contexte-là que l'alcool est arrivé. Et donc, en fait, chez ce patient-là, c'est quelqu'un qui voulait s'en sortir vraiment. Donc, il a fait une hospitalisation pour arrêter de boire. Il a arrêté de boire pendant 10 mois. Le problème, c'est que donc il était indépendant et il était très, très, très impliqué dans cette profession-là. Le problème, c'est que ça occasionnait beaucoup de ruminations anxieuses et donc il ne dormait plus. Et donc l'alcool est vraiment arrivé dans un contexte où il était stressé, où il ne savait pas dormir. Et donc l'alcool avait vraiment cette fonction anesthésiante, somnolente. Et donc en fait, tout ça a fait qu'à un moment donné, cette personne-là a été plus sensible au fait de développer une dépendance. Et donc, si on se dit, lui, bon, monsieur, vous devez arrêter de boire, mais qu'il ne voit pas de psychologue, on peut s'assurer avec peut-être 90% de chances qu'il va rechuter à un moment donné, parce qu'on a tous ces facteurs préexistants qui, eux, sont toujours là. Et si on ne travaille pas dessus, à un moment donné, la personne va probablement revenir vers une problématique de substance. Donc voilà, ici, on travaille sur le manque d'estime de soi pour pouvoir avoir des conséquences sur les autres problématiques. Donc, en conclusion, donc la greffe hépatique, ça améliore la qualité de vie des patients et de ses proches, mais c'est quand même important qu'ils puissent avoir un suivi psychologique tout le long de leur parcours de greffe, vu tous les enjeux psychologiques auxquels ils sont confrontés. Et on voit d'ailleurs que les patients sont quand même fort demandeurs et les proches sont parfois demandeurs pour eux, mais aussi ça les rassure de savoir que le patient va être suivi psychologiquement.
Et donc le psychologue, dans une équipe de transplantation, il a vraiment un rôle intermédiaire entre le patient et les équipes médicales. Et c'est important qu'il ait quand même un minimum de connaissances parce que c'est des patients qui se posent énormément de questions. Et donc, c'est quand même important de pouvoir répondre à certaines d'entre elles tout en connaissant ses limites. Mais donc, c'est vraiment important de pouvoir jouer ce rôle intermédiaire. Et donc finalement, en tant que personnel soignant, à quoi être attentif? Respecter le rythme du patient parce que le nôtre n'est pas forcément le leur. Donc nous, forcément, on va être très procédural et leur dit il y a un traitement, il faut le prendre à telle heure, il ne faut pas se tromper d'heure. Et parfois, le patient, il n'est pas dans ce temps-là. Lui, il est peut-être toujours dans ce vécu émotionnel de j'ai enfin été greffé, je suis soulagée, j'avais presque perdu espoir. Et donc, il faut déjà qu'ils aient ce temps de ah oui, donc là, j'ai été greffé. Et donc, c'est pas toujours facile pour eux d'être directement dans le factuel. Alors, par rapport au vocabulaire qu'on utilise, par rapport à l'intégration psychique de l'organe, si on leur dit comment va le greffon, comment va l'organe, ça va avoir une composante symbolique différente que si on dit votre nouveau foie. Quand on dit votre nouveau foie, on lui attribue cet organe, c'est le sien, c'est pas quelque chose qui est extérieur à son corps, c'est vraiment quelque chose qui lui appartient et qui fait partie intégrante de sa personne. Et encore une fois, chaque patient est le produit de son histoire et de son histoire, qu'elle soit biologique, sociale ou psychologique. Mais donc, face à une personne qui, par exemple, présente une problématique de substance, mais il y a plein d'autres choses qui sont là, qui sont présentes avant. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir le prendre dans sa globalité. Voilà.